Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. Député de Lyon, porte-parole des Républicains. Emmanuel Macron enregistre une chute vertigineuse, il faut bien le dire, dans les sondages, à presque 100 jours maintenant passés à l'Élysée. Il faut remonter à 1995 et Jacques Chirac pour trouver un tel effritement de la cote de confiance des Français dès le début du mandat. Vous avez, vous, eu une explication ? D'abord, je constate qu'en moins de 100 jours, Emmanuel Macron est déjà en train de sombrer dans l'impopularité et sans doute dans l'inefficacité. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a été élu par défaut. Il a été élu, en réalité, au terme d'une campagne complètement hallucinante, où on n'a pas vraiment parlé de la France. Et il a été élu sur une base assez réduite. 20% grosso modo au premier tour. Je crois aussi que sa méthode du gouvernement, c'est une sorte d'improvisation permanente, avec beaucoup de myopie budgétaire, des décisions à court terme, des coups de rabot, quelques tentatives de coups de com', une mise en scène très égocentrique, on le voyait encore tout à l'heure avec les images que BFM TV diffusait, beaucoup de mise en scène de la personne du président, mais pas de vision, pas de perspective. Et puis au-delà, Raphaël Duchemin, je crois au fond que la présidence d'Emmanuel Macron amplifie et accélère tous les inconvénients du système présidentialiste français, du système institutionnel. Et ce que je crois profondément, c'est qu'on arrive au bout d'un cycle institutionnel. Qu'est-ce que vous appelez arriver au bout d'un cycle institutionnel ? Il faut changer de régime ? Ce que je veux dire, c'est que depuis à peu près 20 ans maintenant, la Ve République, sous l'effet notamment du quinquennat, est en train de s'affaiblir, de se fragiliser, sous l'effet d'une illusion. L'illusion, c'est la toute-puissance du président de la République. Moi, je pense qu'il faut réfléchir sereinement, mais sérieusement, à une autre pratique des institutions. Et je vous le dis ce matin, moi j'appelle la droite française à préparer peut-être les conditions d'une 6e République, d'un fonctionnement démocratique qui soit tout à fait différent. 6e République, là le mot est lâché. 6e République, ça me fait forcément penser à Jean-Luc Mélenchon, ça me fait aussi penser à Arnaud Montebourg. Oui, alors au-delà du numéro de la République, il faut parler du contenu. Vous mettez quoi dedans ? Jean-Luc Mélenchon, c'est le modèle de la dictature vénézuélienne, donc c'est pas vraiment mon genre de beauté, si j'ose dire. Ce que je mets dedans, moi, c'est un système politique où il y ait plus de liberté, plus d'efficacité, et au fond, une certaine modestie aussi de l'exercice du pouvoir. Moi, je crois pas, Raphaël Duchemin, à l'idée que tous les 5 ans, on devrait élire le sauveur ayant toutes les solutions à tous les problèmes, ayant toutes les vertus. C'est-à-dire qu'on ne passe plus par le suffrage universel ? Je pense qu'il faut s'interroger sur les pouvoirs du président de la République, sur la durée de son mandat, sur les conditions de son élection aussi. On a eu dans notre République française d'autres modes d'élection. Il y a d'autres pays démocratiques, je pense notamment à l'Allemagne, qui ont un système différent. Moi, je plaide plutôt pour un système où on ait d'abord l'élection des députés à l'Assemblée nationale, sur le terrain, sur leur nom, sur des idées, et au fond, le choix, parmi l'Assemblée nationale, d'une sorte de primus inter pares, c'est-à-dire un Premier ministre avec de vrais ministres qui se prennent pas pour des demi-dieux, mais qui font le job. On va y revenir, parce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le premier ou les premiers ministres successifs se sont pris par le passé ou à l'heure actuelle pour des demi-dieux ? Non, c'est le président de la République qui se prend pour un demi-dieu et qui du coup étouffe complètement le chef du gouvernement. Jupiter, je pense aujourd'hui que notre système institutionnel dysfonctionne et marche, si vous voulez, un petit peu à l'envers. Il y a l'élection illusoire du sauveur tous les 5 ans, qui crée du coup une immense attente et une immense déception, parce que naturellement, au bout de quelques jours, tous les problèmes ne sont pas réglés. Et puis les autres pouvoirs, le gouvernement et le Parlement, eux-mêmes, sont presque étouffés, en réalité, par l'illusion de la toute-puissance présidentielle. Mais ça, et tout est-ce ça produit de la que c'est déception. vrai pour Emmanuel Macron, ou est-ce que c'était vrai aussi pour François Hollande précédemment et pour Nicolas Sarkozy ? Je pense que c'est devenu structurel et que la Ve République est en train, au fond, de mourir par la tête, c'est-à-dire par l'illusion de la toute-puissance présidentielle depuis le quinquennat. Ce qui est nouveau avec Emmanuel Macron, parce que nous sommes en 2017, dans une époque où tout s'accélère, avec notamment l'effet du numérique, une hyper-médiatisation immédiate. En réalité, je pense que ce qui est nouveau avec Emmanuel Macron, c'est que tout ça s'amplifie et s'accélère. Mais le verre était dans le fruit avant, depuis, je pense, le quinquennat, depuis grosso modo les années 2000. Guillaume Larrivé, le Premier ministre fait aussi les frais des sondages. Il chute aussi avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe qui, ce matin, dans une interview au Parisien, répond notamment aux collectivités. Les 300 millions de baisse de dotation n'ont été enlevés à personne car ils n'avaient été donnés à personne. Écoutez, il y a un énorme problème de méthode. Et ce qui n'est pas sérieux, je ne veux pas être technique, mais ce qui n'est pas sérieux, c'est de ne pas avoir eu
à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative extrêmement précis, extrêmement cadré, qui nous dise où le gouvernement veut aller. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le matin, le midi et le soir... on rectifie les erreurs du gouvernement précédent, Raphaël, finalement. Le matin, le midi et le soir, vous avez des annonces fiscales contradictoires. Vous pensez aux APL ici, sur les APL, une annonce de baisse de dotation, de gel, de regel, d'annulation de crédit ailleurs. Il n'y a aucune perspective. Si, il y a une certitude, c'est qu'on aura en 2018 un choc fiscal de plus de 20 milliards d'euros avec l'augmentation de la CSG. Ça, c'est clair. Baisse des impôts, il le redit ce matin. Laquelle il l'annonce sans aucune précision. Moi, ce que je voudrais, ça me paraîtrait tout à fait normal et légitime pour les Français, c'est qu'on ait une loi de finances rectificative qui disent précisément les choses. Les entreprises, les Français qui nous écoutent, ils ont besoin de visibilité. Voilà. Moi, je suis quand même très surpris de cette méthode qui consiste à dire à peu près tout et son contraire sur la fiscalité. Écoutez, au mois de juillet, on a eu Édouard Philippe qui vient devant nous à l'Assemblée faire un discours de politique générale où il dit la taxe d'habitation, on fera rien avant 2022. 3 jours après, le président de la République dit autre chose. Le ministre du budget, je crois, a donné encore une 3e version. La vérité, c'est qu'on n'y comprend plus rien. Moi, j'étais avec des maires empuisés dans ma circonscription dans Lyon il y a quelques jours. Il n'y a pas un maire qui a compris ce qu'ils font sur la taxe d'habitation. Je pense que ils ne savent pas très bien où ils vont. Le président de la République sculpte sa statue, se met en scène. On a eu Macron déguisé en sous-marinier, Macron déguisé en aviateur, Macron déguisé en joueur de tennis. Ok, donc lui, il sculpte sa statue, son image. Il répète que c'est lui le chef. Mais la vérité, c'est qu'il est dans l'improvisation gouvernementale et dans une forme d'ailleurs de pouvoir technocratique. On voit bien que les technocrates de Bercy font les fonds de tiroirs et sortent des tiroirs des petites mesures d'économie à court terme sans aucune vision de transformation structurelle, ni des dépenses publiques, ni des systèmes de prélèvement obligatoire. Alors, puisque vous parlez de transformation, il y en a un qui pense transformation aussi, refondation. C'est le président de l'Assemblée nationale. Il était hier à votre place, au micro d'RMC de BFM TV. Il dit, François de Rugy, qu'il veut repenser, ça devrait vous convenir, le modèle de l'Assemblée nationale. Ça va dans le bon sens ? Alors, ce qu'on a vécu d'abord depuis quelques semaines à l'Assemblée, c'était pas terrible, si vous me permettez cette expression. On a débattu sur une loi relative à la confiance, paraît-il, publique, qui en fait n'a parlé que de points de détail. Moi, j'ai aucun problème. De points de détail ? Absolument. Moi, j'ai aucun. Qu'est-ce que vous appelez les points de détail ? Je vais vous dire. Moi, j'ai aucun problème, par exemple, pour faire des notes de frais comme député. J'ai voté le texte. J'ai aucun problème pour interdire les emplois familiaux. Je n'embauche pas ni ma grand-mère, ni mes neveux. Ok, tout ça, très bien. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le fonctionnement. C'est important pour les Français quand même. C'est important, ok, faisons-le, mais on va pas non plus faire ça jusqu'au réveillon, si j'ose dire. C'est pas un débat de fond. C'est une question secondaire. Le vrai sujet, c'est l'équilibre des pouvoirs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le pouvoir du président de la République, sa capacité ou pas à diriger le pays, l'équilibre de ce pouvoir présidentiel avec le pouvoir du Parlement. Et à cet égard, j'avoue, je le dis, que François de Rugy esquisse un certain nombre de pistes qui sont pas inintéressantes. Notamment sur une question qui me paraît majeure, moi, c'est celle de l'évaluation du gouvernement. Alors, le contrôle, effectivement, j'allais y venir. Le feu vert pour aller contrôler le travail des ministres, c'est ce qu'il dit, François de Rugy, il l'a annoncé hier matin. Le seul endroit, finalement, où les parlementaires ont le droit d'aller, et il a raison, c'est les prisons aujourd'hui. Donc, ça n'est pas normal. Il faut que vous puissiez aller vérifier le travail des ministres. Alors, aller dans les prisons, c'est passionnant. J'étais moi-même rapporteur du budget de l'administration pénitentiaire pendant 3 ans. Bien au-delà de ça, moi j'ai une proposition à faire que François de Rugy n'a pas évoquée encore à ce stade. Je pense qu'il faut absolument accroître notre pouvoir d'audition des personnalités que le président de la République veut nommer à des postes clés de l'État. Par exemple, lorsque le président veut nommer un ambassadeur à un poste important, je pense qu'il faudrait que la commission de l'Assemblée nationale entende cet ambassadeur, vote en faveur ou pas de cet ambassadeur avec un vrai droit de veto. Pour tout simplement de l'efficacité et de la transparence. Mais qu'est-ce que vous craignez justement dans ces nominations ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Ce que je souhaite, moi, c'est de l'efficacité. Ce que nous demandent les Français, c'est de l'efficacité. Ça sous-entend que ceux qui sont nommés aujourd'hui ne sont pas efficaces ? Ça sous-entend que, évidemment, il y a une capacité à perfectionner les choses qui me paraît très ouverte. Un exemple très concret, je suis pas persuadé que Ségolène Royal était parfaitement destinée à devenir ambassadeur au pôle arctique et antarctique. On aurait parfaitement pu Elle a été ministre de l'écologie et de l'environnement. Mais au-delà de ça et au-delà de l'anecdote, je pense qu'il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit
il veut passer au spoil system, c'est-à-dire en réalité nommer tous les postes selon une logique politique et partisane. Il veut des vassaux, des personnes qui lui doivent tout à tous les postes. Bien, moi je pense que ça c'est votre lecture. C'est ce qu'on appelle le spoil system. Bon, moi, ce que je propose, c'est que on est, nous, à l'Assemblée nationale, nous sommes les élus du peuple français, nous sommes les élus de la nation, on ait le pouvoir d'auditionner ces personnalités. Ça existe dans une certaine mesure, aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans le détail avec l'article 13 de la Constitution, de manière extrêmement restreinte, en réalité. Moi, je propose qu'on élargisse beaucoup cela avec un vrai droit de veto sur les postes clés de l'État. C'est l'une des dimensions de cette 6e République que j'appelle de mes vœux. Alors, Guillaume Larrivé, vous avez, et vous le disiez, voté la loi ordinaire sur la confiance, il faut bien l'appeler comme ça. Vous ferez quoi mercredi? Parce que là, c'est la loi organique. Absolument. Et c'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il y a certains points dans ce texte qui ne vous conviennent pas. Absolument. Et d'ailleurs, hier soir dans l'hémicycle, j'ai voté contre cette loi organique en 2e lecture. Les Français peuvent comprendre ça extrêmement rapidement parce que c'est pas du tout technique, c'est pas un sujet d'entre-soi, c'est un sujet que tout le monde peut comprendre. On a des associations, on a des villages en France qui ont besoin d'un certain nombre de subventions pour faire des choses très utiles, très belles, d'intérêt général, un festival culturel, une maison pour des malades du cancer à Charny, par exemple, dans ma circonscription. Tout ça, ça a été financé en partie par ce qu'on appelle de manière très impropre la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, contrairement à la démagogie ambiante, c'est pas une espèce de chéquier que les députés auraient dans la poche. Mais certains l'utilisent comme ça et vous le savez très bien. Mais c'était pas ça, parce que c'était hyper transparent. Vous pouvez en 3 clics aller sur Internet, voir très précisément toutes les subventions de réserve parlementaire que j'ai fait attribuer. Donc il fallait la garder, mais mettre des garde-fous? Il fallait la garder. C'est pas l'alpha et l'oméga de la vie publique, mais c'était quelque chose d'utile. C'était un petit coup de pouce, un ballon d'oxygène qu'on pouvait donner à des associations, à des villages. Et je trouve que rayer ça d'un trait de plume, c'est plutôt une erreur. Et ça participe, Raphaël Duchemin, d'une ambiance très parisianiste, très technocratique de cette majorité En Marche, qui a pas compris la réalité de ce qu'on vit dans des territoires comme celui dont je suis le député, en Puisée, dans Lyon. On a parfois besoin, dans des associations, dans des villages, d'un petit coup de pouce de subvention bien utile pour l'intérêt général. Alors, est-ce que l'Assemblée a compris, par exemple, que les Français ne veulent plus du pantouflage, ne veulent plus de collusion avec certains lobbies? Pourquoi est-ce que, par exemple, l'Assemblée a rejeté hier l'interdiction de toute activité de conseil pour les parlementaires? C'était quand même un pas en avant à faire, non? Ouais, c'est vrai, il faut interroger le gouvernement. Il y a beaucoup de tartufferie. Moi, j'ai trouvé pas mal ce que disait Delphine Batteau, pour ne pas la citer, c'est elle, députée socialiste qui portait un amendement de bon sens pour interdire totalement les fonctions de conseil pour les députés. Le gouvernement a rétro-pédalé. Je crois qu'il y a beaucoup de tartufferie, beaucoup d'ambiguïté, et ça participe de ce que les Français comprennent bien en ce moment. Il y a une illusion Macron qui est en train de se dissiper. Derrière les postures, derrière les grands mots, il y a une réalité qui est bien moins reluisante que ce qui avait été annoncé. Et d'ailleurs, quand je vois En Marche qui a envie de faire sa propre télévision, son propre média, quand je vois le président de la République qui refuse, je vous le dis à vous, journaliste éminente, président de la République qui depuis bientôt 3 mois n'a pas donné une interview en France. C'est quand même fascinant. Vous pensez que c'est dangereux la manière dont il agit aujourd'hui? Je trouve ça préoccupant. Je pense que le réveil va être de plus en plus difficile. Et au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, je crois vraiment que ça pose une question sur notre système politique. C'est pour ça que je veux que la droite nouvelle pose la question des institutions et prépare une vraie réflexion sur la 6e République. Justement, qu'est-ce que vous allez faire, vous et la droite nouvelle, comme vous dites, sur la réforme du Code du travail? Ce sera a priori détaillé le 31 août, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe ce matin. On a vu qu'il y avait les Insoumis, les communistes, la Nouvelle Gauche, 2 députés nationalistes corses aussi qui ont annoncé qu'ils allaient déposer des recours au Conseil constitutionnel. Vous les suivez, vous ne les suivez pas? J'aime pas suivre, je préfère essayer de montrer un chemin. Sur la loi travail, je me suis abstenu parce que je trouvais qu'il y avait quelques mesures qui allaient dans le bon sens, d'assouplissement du Code du travail, mais il y avait aussi des manques et notamment il n'y avait rien sur le pouvoir d'achat des ouvriers, des employés, des salariés. Donc j'ai pas donné un chèque en blanc au gouvernement, je me suis abstenu sur la loi d'habilitation. Maintenant, ce que je veux, c'est regarder le contenu concret de ces ordonnances et en fonction de ça, on verra si on vote ou pas la loi de ratification, puisqu'en fait il y a 3 étapes, loi d'habilitation, ordonnance, loi de ratification. Sur le fond,
Je pense que c'est un texte qui est encore perfectible, mais ce que je demande, c'est de l'équilibre. Je veux pas seulement de l'assouplissement du Code du travail, je veux des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ouvriers, des salariés, des employés. On a besoin d'équilibre dans ce texte et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Guillaume Larrivé, on sent bien qu'il y a un projet, que vous portez un projet nouveau, 6e République. Est-ce que vous avez envie de vous présenter à la présidence des Républicains? C'est quelque chose qui a été sous-entendu, en tout cas dans certains articles de presse. Et ça me paraît un peu prématuré. En tout cas, ma certitude, c'est qu'il faut que les Républicains... Il faut partir de loin. Il faut que les Républicains redeviennent un grand parti populaire d'opposition et de proposition avec une équipe collective à sa tête. Voilà. Moi, je crois beaucoup à la force du collectif. On parle beaucoup de foot en ce moment sur les écrans. Bon, en politique aussi, on a besoin de collectif. Et je parle de cela cet été avec certains collègues des Républicains, avec Laurent Wauquiez, avec d'autres. On a besoin d'une organisation collective pour diriger notre famille politique, préparer la reconstruction de la droite et surtout, vous l'avez compris, apporter des idées nouvelles. Moi, je veux pas que la droite passe son temps à ressasser, rabâcher des slogans et faire une espèce de rabâchage ou de radotage des programmes de 2007, de 2012. On est en 2017, on doit se projeter et on doit être inventif. Il s'est passé quand même quelque chose de très nouveau avec l'élection d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est pas du tout Jules César ou Dieu le Père. Je pense que l'illusion est en train de se dissiper et c'est à nous, à droite, la droite nouvelle, de faire le job de la refondation et de la préparation de l'avenir. Merci Guillaume Larrivé d'avoir été avec nous sur RMC et BFM TV. Il est 8h56.